Isabelle Notaris, qui est directrice de l'OCIM, va être le porte-parole des différents groupes. Et donc, on vous alerte sur le fait, effectivement, que c'est un petit aperçu des premiers cailloux d'un mode opératoire qui permet de penser centré utilisateur et de se poser la question, le métavers, qu'est-ce qu'on peut en faire et pour qui ? Alors, avant de donner la parole à Isabelle, on a trois, en fait, cas d'usage à vous présenter, et les groupes viendront vous présenter les trois cas d'usage. Mais Isabelle, je pense un petit chapeau sur l'expérience vécue et ce que vous avez, vous, perçu de l'expérience. Alors, petit chapeau, lourde tâche, grosse responsabilité, en un temps record à la sortie des ateliers, n'est-ce pas ? Donc, pour préparer cette restitution. Une restitution très courte, dont la première chose à témoigner, c'est que certainement l'ensemble des participants ont manifesté beaucoup de curiosité pour l'exercice et pour les problématiques qui étaient soulevées. Une chose qui ressort, je pense, de manière transversale sur l'ensemble des trois ateliers, c'est la véritable valeur ajoutée qu'il y a à penser les enjeux et les problématiques posées sur la question du métaverse, mais à travers une approche hyper transversale et hyper pluridisciplinaire. J'aurais envie de dire presque quelque chose d'assez plastique à géométrie variable, qui peut aussi s'avérer extrêmement déstabilisant lorsqu'il s'agit de réfléchir au cadre et au cas d'usage, en l'occurrence, si on veut répondre à la problématique qui nous était posée dans cet exercice-là précisément. Ce que l'on peut dire également, qui ressort de l'ensemble, c'était juste un tout premier début d'étape homéopathique pour poser identifier les premières problématiques, les premiers champs de questionnement qui se posaient pour à la fois les musées, à la fois les publics. Et donc de l'avoir sous ces deux angles, comme les deux revers de la même feuille. Et pour ça, il est certain que le temps a manqué. Il aurait fallu avoir un temps bien plus long pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir prendre plus le temps de poser les consignes, cadrer les problèmes, redéfinir les mots-clés, etc. Et pour terminer, je dirais que au sortir de cette première étape, ce qu'il nous reste quand même, au-delà du côté intéressant de l'exercice, c'est que il y a une évidence, c'est que il y a un certain nombre de spécificités. Que métaverse ou pas métaverse, on ne peut s'extraire de ces spécificités. Tous les musées ne se valent pas, tous les publics se valent pas, tous les territoires ne se valent pas. Et la réponse métaverse est aussi à penser avec cette déclinaison de spécialité, de spécificité, j'ajouterais presque de singularité dans le sujet. Voilà. J'espère ne pas avoir trahi les propos des différents groupes. Le public est éparse par rapport à ce matin, mais je pense qu'il y en a encore suffisamment qui étaient là, qui peuvent réagir si j'ai oublié des éléments essentiels. Alors, ce que je vais vous proposer quand même, c'est d'écouter justement les idées qui ont été construites par les groupes. Donc je vais appeler Charlotte, Marie, et Héloïse, Constance, pour qu'elle vous pitch en 2 minutes ce qu'elles ont, ce sur quoi elles ont travaillé et quelles ont été en fait leurs propositions finales en moins de 2 heures. Bonjour, donc je vais vous restituer le mélange de neurones qu'on a eu avec mon équipe. Nous, notre problématique était sur les non-publics, donc ce qu'on a plus ou moins défini par les publics qui ne s'intéressent pas au musée, car tout simplement ils ne savent pas ce qu'il y a à faire au musée, et que c'est aussi un public pour les musées qui est une sorte de zone grise. Les musées ne les savent pas qu'ils existent non plus. Donc, face à cette méconnaissance respective, nous devions questionner le challenge des non-publics qui ne se sentent pas désirés au musée et qui n'y trouvent pas d'intérêt, et se dire comment le métavers pouvait éventuellement répondre à cette problématique. Donc, nous avons décidé de vous proposer ce soir un concept qui s'appelle « Bienvenue dans mon exposition », i-exposition, histoire de faire virtuel.
Et l'idée, c'est que ce fameux non-public qui n'est pas habitué au musée, qui ne sait pas à quoi ça sert, qui ne sait pas comment ça fonctionne, se mette dans la peau d'un commissaire d'exposition, voire directeur de musée, et génère sa propre exposition grâce à l'intelligence artificielle. Donc il va choisir la thématique, la couleur, les objets, la thématique, je l'ai déjà dit, la période et tout ce qu'il veut d'autre. Et l'IA va lui générer une exposition avec une sélection d'objets dans un espace scénographié, et suite à ça, il va pouvoir le générer une fois, 2 fois, et puis venir modifier le mobilier, les objets en fonction. Première étape de l'expérience dans le métavers, il peut créer sa propre exposition avec des objets de musée ou non, libre à lui et au droit d'auteur évidemment. Et deuxième étape, faire vivre son exposition / son musée, parce qu'en fait, faire vivre une exposition, vous le savez, professionnel des musées, c'est pas si simple. Et donc va s'en suivre toute une expérience de mini-quêtes et de mini-jeux qui vont créer des petits obstacles dans la vie de cette exposition, tels que des militants écologiques jeteurs de soupe, ou alors un groupe d'enfants qui s'amusent à toucher les objets. Et dans le métavers, il va falloir contrer tous ces obstacles du quotidien dans une exposition. Et c'est comme ça que le non-public va trouver ça vachement drôle, en fait, le musée et les expos. On verra. Voilà, merci. Alors, vous m'entendez ? Nous, on est partis sur les publics empêchés. Donc, les publics empêchés, ce sont ceux qui sont dans les prisons, dans les hôpitaux, qui sont porteurs de handicap, tous ceux qui n'ont pas accès à la culture. Et donc, on est parti sur une thématique qui était la violence symbolique envers ces publics empêchés. Donc, le fait que ces publics ne se sentent pas forcément à l'aise dans le musée et que l'image du musée peut avoir une incidence sur leur non-venue ou sur le fait qu'ils ne se sentent pas forcément à leur place. Notre récit épique implique donc les visiteurs au départ de leur visite choisissent la voix d'un influenceur, donc quelqu'un comme Nota Bene ou autre, qui sera du coup géré par une IA ou un chatbot un peu plus, qui nous accompagne dans la découverte du métavers culturel avec un ton plutôt léger et humoristique. Le visiteur peut aussi choisir son avatar pour s'adapter au monde. On pense que c'est une bonne idée parce qu'en fait, on sait que la relation parasociale que les gens entretiennent avec des influenceurs ou des gens qu'ils fréquentent sur les réseaux sociaux de manière quasi quotidienne, ça leur permettra un accès plus facile avec le monde culturel puisqu'ils sont accompagnés par quelqu'un qu'ils ont l'impression de connaître. Ça touchera plus facilement la communauté qui sont a priori des gens intéressés par ces thématiques-là, des thématiques du monde culturel, mais qui sont moins engagés dans la pratique muséale pour des raisons de géographie ou de sociologie. Voilà. Et ça a un impact pour le musée, le musée en termes de communication et de visibilité. Le fait de travailler avec un influenceur, ça permet d'accroître la visibilité du musée. Ça permet aussi d'attirer de nouveaux publics et de les engager donc, dans la pratique muséale. En termes de modèle économique, on a pensé à un modèle freemium où il y aura des accès gratuits pour une partie des activités et pour certains accès plus VIP, on pourrait imaginer des accès payants tout en justifiant qu'il faille que certaines choses soient vraiment beaucoup mieux ou donnent des accès à des trucs vachement plus intéressants pour pouvoir être payants et qu'il y ait une propension à payer. Et sur les partenaires et technologies nécessaires, on s'est appuyé sur l'IA, les chatbots et les influenceurs, sachant que ce système-là existe déjà, mais pas forcément dans le métaverse, via des podcasts, des applications, ou tout simplement via la communication dans nos musées, où on fait travailler des influenceurs et qui permettent de rendre le musée plus attractif. On fait le troisième en duo. On fait le troisième en duo. Merci Marie. Alors, troisième cas d'usage, c'était le groupe d'enfants emmenés à l'école par l'enseignant. Le public captif par excellence. Celui qui est parfaitement connu par tous les musées et qui constitue une population importante de l'ensemble de la fréquentation de l'établissement. Donc, l'idée là, c'est que Paul, il veut emmener sa classe au musée, mais il va emmener sa classe au musée virtuel. Et du coup, il a clairement en tête l'idée ou la thématique pédagogique qu'il veut travailler.
Et donc, il va chercher dans le catalogue européen des musées Du métaverse. du métaverse. Il va chercher la thématique qui l'intéresse. Et celle qui va répondre à l'éducation nationale, parce que Paul est un bon enseignant, donc il répond au programme. Et donc, de fait, il a aussi une complexité que rencontrent beaucoup d'enseignants, c'est qu'il a une classe relativement hétérogène. Donc, pour ça, il faut qu'il réussisse à mobiliser l'ensemble du groupe, à la fois en classe et hors de la classe, en l'occurrence, dans le métaverse. Pour ce faire, il a une idée qui est de réussir un exercice pédagogique qui réunit à la fois manga et sciences naturelles. Dans son catalogue, il a trouvé de quoi nourrir son envie et sa conviction. Il va donc créer avec le musée le narratif ou la quête à réaliser qui va permettre aux enfants de découvrir le contenu du musée, les collections, les recherches, toute la connaissance autour de ces collections. Et chaque élève va pouvoir choisir, au moment de visiter le musée avec Paul, dans le virtuel, son environnement. Est-ce qu'il veut être seul? Est-ce qu'il veut être avec des copains? Est-ce qu'il veut être dans une foule de façon anonyme? Quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qui est plus intéressant pour lui? Quel type de médiateur il veut, pour reprendre la proposition de Constance et de Marie? Un influenceur, une voix de prof, un sensei. Tout ça, chaque enfant va pouvoir choisir la façon dont il veut expérimenter sa visite de musée. Et comme ils sont quand même en classe, ils ont des points de rencontre. Des points de rencontre où ils doivent répondre à des questions pédagogiques préparées par Paul et le musée. J'irai plus loin que ça. Il ne s'agit pas de laisser faire. Hein. On est quand même à l'école. Donc, il y a un peu plus que des points de rencontre. Il y a aussi des devoirs à rendre. Donc, de retour à l'école, il y aura un exposé à faire en classe. Et en plus de ça, comme Paul, il le sait, c'est difficile quand même de réussir à tout faire aujourd'hui. Les enseignants, ils le savent. Il faut faire les devoirs, les réunions, les conseils de classe, etc. Il n'y a plus assez de temps. Donc, il fait une partie de la visite avec les élèves. Mais ensuite, les élèves peuvent retourner le temps des devoirs de classe ou du périscolaire, pendant les vacances, etc. Ça peut se poursuivre l'expérience avant d'aller faire la restitution en classe devant les copains. L'exposé, quoi, qui sera noté. Voilà. Tant qu'il y a encore des notes, je veux dire. Voilà. Voilà donc la proposition qui a été construite sur la base de ce public captif. Merci. Merci beaucoup.